Salut tout le monde, ici c'est Nexlore, j'espère que vous allez bien. Ici, les premières neiges sont déjà tombées et mon Dieu que je suis contente. J'aime beaucoup l'hiver et toutes les activités qui s'y rapportent. Dites-moi si vous aussi vous aimez l'hiver ou si vous êtes plus été. Bon, aujourd'hui je vous invite chez moi, au Canada, puisque notre histoire se déroule en Colombie-Britannique. Bien sûr, c'est une histoire vraie et très creepy et mystérieuse. Alors, si vous aimez l'horreur et les histoires vraies et que vous n'êtes pas encore abonné, franchement, vous attendez quoi? Abonnez-vous et likez la vidéo et venez surtout me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, car j'adore ça échanger avec vous. Maintenant que c'est dit, on se retrouve juste après le générique pour l'histoire incroyable mais vraie de Volcanic Brown. Par une matinée brumeuse d'août 1931, un vieil homme de 86 ans, chargé d'un énorme sac à dos, boitait en direction d'un magasin d'approvisionnement dans la petite localité d'Alvin, en Colombie-Britannique. Cet homme s'appelle Robert Alan Brown, mais tout le monde l'appelait Volcanic, parce qu'il avait une théorie selon laquelle les dépôts de cuivre les plus riches de la région seraient abondants dans les régions à activité volcanique. Volcanic est né dans le Nouveau-Brunswick en 1845. Il n'avait pas toujours été prospecteur. Du haut de ses 86 ans, il a vécu plusieurs vies en une seule. Amoureux d'aventure et de plein air, il a quitté sa maison très jeune et a été marin, bûcheron, constructeur de bateaux, trappeur et j'en passe. Mais ce qui le passionnait le plus était la prospection d'or. Des décennies auparavant, il avait découvert une mine d'or près d'une crique qui avait été par la suite renommée en son nom, donc Volcanic Creek. Volcanic Brown avait l'habitude de s'approvisionner dans ce magasin à Alvin. Il y allait chaque septembre de chaque année depuis les dernières décennies. À ce moment, il était déjà un prospecteur chevronné qui avait accumulé suffisamment de richesses pour prendre une belle retraite et faire tout ce qu'il souhaitait. En entrant dans le magasin, le jeune employé à la caisse, qui ne connaissait pas Volcanic, remarquant son harnachement et sa boiterie, lui a proposé avec un sourire poli de laisser son sac à dos à l'avant le temps de faire ses courses. Malgré la politesse de l'employé, Volcanic s'est senti offensé par la suggestion et l'a décliné sèchement. Il a insisté sur le fait qu'il pouvait porter son sac lui-même. Pour appuyer ses propos, il a arboré un large sourire révélant une imposante dentition en or massif, vestige et preuve de ses succès en prospection et de sa richesse. L'employé surpris l'a regardé avec de gros yeux. Volcanic, satisfait de l'effet produit, s'est alors dirigé vers le fond du magasin pour rassembler des provisions de cuisine, des munitions pour son fusil de chasse et un carnet pour consigner ses notes. Lorsque Volcanic est revenu à la caisse, l'employé, qui était intrigué par ses achats, lui a demandé s'il prévoyait camper près de la rivière Pitt, qui est une rivière qui traverse la ville. Volcanic a alors répondu qu'il comptait suivre la rivière Pitt pour ensuite traverser les montagnes jusqu'au lac Stave, car il était à la recherche de la légendaire mine d'or découverte par Peter Slumac en 1885. Cette mine, pour vous en parler, est très grande et extrêmement fournie en or, et elle se trouverait quelque part au milieu des montagnes accidentées et des glaciers au nord du lac Pitt. Ce mystérieux lac, le lac Pitt, est niché dans le coin sud-ouest de la Colombie-Britannique. Ses eaux d'un bleu profond s'étendent sur 22 km et sont entourées de forêts vertes luxuriantes et d'un terrain montagneux accidenté et avec des sommets escarpés et des vallées profondes et ombragées qui semblent engloutir les imprudents. C'est un lieu d'une beauté presque mystique, mais aussi c'est un lieu très dangereux et chargé de mystère. Pour ce qui est de Peter Slumac, à lui seul, c'est un personnage. C'était un homme des Premières Nations Kadzi, qui prospectait de l'or lui aussi.
et qui a particulièrement fait parler de lui à l'automne de 1889. À cet automne-là, il aurait flambé de l'or à New Westminster, en Colombie-Britannique. Durant 1 mois, il a payé les soirées dans les bars qu'il fréquentait à tous ses amis, à ses connaissances et à toutes les filles à coups de grosses pépites d'or exceptionnellement flamboyantes. À cette même période, Slumac a été interrogé sur la disparition d'une séduisante jeune femme nommée Susan Gessner, dont le corps a été retrouvé dans la rivière Pitt. La raison pour laquelle il a été interrogé est qu'il est connu pour engager des femmes avant chaque voyage dans les montagnes. Cette femme l'accompagnait pour cuisiner et pour l'aider à emballer son matériel. Durant l'interrogatoire, Slumac a expliqué que Susan était tombée par-dessus bord lorsque le radeau a heurté un rocher dans les rapides. Il avait alors supposé qu'elle s'était noyée et n'a jamais pensé signaler l'incident aux autorités. Bien que son histoire, avouons-le, était douteuse, la police n'avait aucune preuve concrète qui l'incriminait et a dû le libérer. Sauf que, l'été suivant, le corps d'une autre femme a été retrouvé, toujours dans la rivière Pitt. C'était cette fois-ci Molly Tynan. Et cette fois-ci, on a retrouvé des pépites d'or dans ses vêtements. Et le couteau qui l'a achevé était encore planté dans son corps. Évidemment que Peter Slumac a été interrogé. Et évidemment qu'il a été libéré faute de preuves. Mais suite à ce deuxième incident, les radars de la police étaient complètement braqués sur lui. Et ils ont commencé à analyser les mystérieuses disparitions de plusieurs autres femmes et hommes qui avaient tous disparu dans la région entourant les rives du lac Pitt. Le 18 septembre 1890, Peter Slumac est sorti de la brousse sur la rive du lac Lillooet Slough et, ripostant à une insulte apparemment criée à son égard, il a levé son fusil et a tiré un seul et unique coup de feu. Ce coup de feu a abattu sur le coup Louis Bee, un pêcheur canadien-français. Ensuite, Slumac a essayé d'abattre les témoins, mais ils ont tous réussi à s'échapper. Il a alors pris le corps de lui et l'a jeté dans une partie profonde de la rivière. Puis, confiant dans ses capacités d'ermitage, il s'est retiré dans les montagnes, mais ça c'était après avoir survécu à une fusillade avec la police. Ceci étant dit, Slumac n'était plus très jeune, et son endurance à la nature sauvage n'était plus ce qu'elle était. Il avait réussi à se cacher dans les montagnes pendant environ 1 mois. Mais il a fini par se rendre car il n'avait plus de nourriture ni de munitions. Lors de son procès, plusieurs semaines plus tard, on a estimé qu'au cours des dernières années, il avait probablement assassiné 19 hommes et femmes confondus. Tout ça, il l'a fait pour pouvoir garder secret la localisation de sa fameuse mine d'or. En gros, il engageait quelqu'un pour aller l'aider à chercher un peu d'or dans la mine, puis il l'assassinait au retour une fois le service rendu. Super job, quoi. Bref, Slumac a été reconnu coupable du meurtre de Louis Bee, au moins, et a été pendu le matin du 16 janvier 1891 à New Westminster. La légende raconte que lors de son exécution, Slumac portait un sac à médicaments autour du cou qui contenait l'emplacement de sa mine d'or. Et juste avant d'être pendu, il aurait arraché le sac de son cou et l'aurait jeté dans la foule en disant « Quand je meurs, la mine meurt. Quiconque essaie de trouver la mine rencontrera le malheur ou même la mort. » Cette malédiction s'est rapidement propagée dans la région et beaucoup y avaient cru. En fait, tout ça pour vous dire que lorsque l'employé du magasin a eu connaissance du projet de Volcanic, il était sceptique et a voulu le prévenir que de nombreuses personnes avaient tenté de trouver cette mine, mais qu'aucun n'était revenu en affirmant l'avoir trouvée. D'ailleurs, certains n'en sont même jamais revenus. Volcanic, lui, connaissait les histoires de disparition, mais il s'en foutait royalement. D'ailleurs, il n'en était pas à son premier voyage dans ces terres. C'est pourquoi il a juste répondu qu'il était en possession d'un secret qui lui permettrait de réussir là où tous les autres ont échoué. Volcanic avait un atout qui lui permettait de trouver la mine. Et il a promis au vendeur qu'il reviendrait déposer de l'or sur son comptoir pour lui prouver sa réussite. Ensuite, avec un grand sourire éblouissant, il a déposé une liasse de billets sur le dit comptoir,
a rangé ses courses et est sorti du magasin. Faut savoir que c'est vrai, depuis la mort de Slumac, les terrains accidentés qui mènent au lac Stave ont déjà coûté la vie à plusieurs prospecteurs, souvent plus jeunes et mieux équipés que Brown, comme par exemple Stan MacDonald en 1932. Il y a aussi Franklin Latimer en 1911 ou encore William Snyder en 1897, pour n'en citer que quelques-uns. Malgré ça, la mine n'a jamais été trouvée, et ceux qui ont affirmé l'avoir trouvée sont aussi morts dans des circonstances étranges, comme par exemple John V. Hunt, un riche homme d'affaires américain qui avait développé une obsession pour la mine de Slumac. En 1956, il avait affirmé avoir finalement découvert l'emplacement de la mine et est même retourné aux États-Unis avec plusieurs pépites d'or comme preuve de sa découverte. Cependant, lorsqu'il a tenté de retourner dans la région pour explorer davantage la mine, il a mystérieusement disparu. Sa voiture a été retrouvée abandonnée près de la rivière Pitt, et malgré une recherche poussée, son corps, lui, n'a jamais été retrouvé. Revenons maintenant à Volcanic. Quelques heures après avoir quitté la boutique d'approvisionnement, Volcanic était en train d'avancer péniblement le long de la rive rocailleuse de la rivière Pitt. Après seulement 8 kilomètres de marche, il commençait déjà à se sentir coupé du monde. La rivière, d'environ 300 mètres de large, était bordée de forêts denses qui absorbaient la lumière et créaient une aura lourde et oppressante. Mais Volcanic était habitué à la solitude des vastes étendues sauvages. Dans son monde à lui, c'est dans ce genre d'ambiance qu'il se sentait vraiment chez lui. À la tombée de la nuit, Volcanic avait réussi à avancer assez pour commencer à entrevoir l'orée de la forêt qui longeait la rivière. En effet, les arbres devenaient de moins en moins nombreuses et de moins en moins denses et révélaient derrière leurs voiles des montagnes majestueuses. Volcanic a alors sorti son carnet et a comparé les sommets des montagnes à une carte qui était dessinée sur la dernière page de son carnet. Cette carte était le fruit d'une rencontre avec une femme autochtone gravement malade qu'il avait réussi à soigner des années auparavant grâce à ses connaissances en médecine traditionnelle. Et cette femme n'était autre que la petite fille de Peter Slumac. Elle lui a alors donné la carte vers la mine en guise de remerciement, tout en le mettant en garde contre le fait que Slumac avait lancé une malédiction avant de mourir. J'espère que vous vous en rappelez parce que je viens juste de le dire, mais Slumac en fait avait déclaré que quiconque tenterait de trouver la mine serait arrêté par la forêt elle-même. D'ailleurs, c'est pour ça que Volcanic a traversé la forêt d'une traite et sans repos. Il était sceptique à cette malédiction, mais disons qu'il n'a pas voulu prendre de chance et a minimisé son temps sous la canopée. Il a même pris soin d'installer son campement loin de la lisière de la forêt. Il faut savoir que ce voyage pour Volcanic, en fait, c'est la deuxième fois qu'il l'entame. Il en était donc à sa deuxième tentative pour atteindre la mine, car 5 années auparavant, lors de sa première tentative, il avait dû rebrousser chemin après avoir contracté une sévère engelure au pied gauche, ce qui lui a d'ailleurs valu l'amputation de 3 orteils, chose qu'il a dû faire lui-même en pleine nature à l'aide de son vieux couteau de poche. Volcanic a clairement survécu à cet incident, mais il n'en est pas sorti indemne puisque depuis, il a une démarche boiteuse. Pour revenir à ce second voyage, Volcanic était maintenant assis près de son feu de camp. Il était au calme lorsqu'un craquement de branches a retenti dans l'obscurité. Alerté, il s'est saisi de son fusil tout en scrutant l'obscurité qui l'entourait. Il s'attendait à voir surgir un ours, mais rien d'autre n'a troublé ce silence glaçant, hormis le murmure de la rivière et le crépitement du feu. Rassuré, il a alors éteint son feu et est entré dans sa tente. Mais quelque chose l'inquiétait, quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Les jours suivants, Volcanic a poursuivi son voyage. Il avançait lentement, mais sûrement vers son objectif. Et après plus d'1 mois d'efforts, il a enfin atteint les rives du lac Stave. De là, il a aperçu le glacier Stave, une masse de glace bleutée nichée entre les montagnes. Ce glacier était son dernier repère sur sa carte. Cette nuit-là,
Volcanic était trop excité pour dormir. De plus, la nuit s'annonçait assez agitée car son sommeil déjà fuyant était aussi perturbé par le hurlement bruyant du vent, qui, étrangement, ne faisait pas bouger la toile de sa tente. Intrigué, il a sorti sa tête de la tente et a craqué une allumette à l'extérieur. Chose étrange, la flamme restait immobile malgré le vacarme. En gros, pour vous imager, Volcanic entendait un vent pas possible, mais ne le sentait pas. À cette constatation, un frisson d'angoisse lui a parcouru l'échine et des sueurs froides l'ont traversé. Mais il s'est efforcé d'ignorer ce sentiment et ce phénomène étrange et flippant qu'il venait de constater, et il s'est juste rallongé dans sa tente pour tenter de s'endormir. À l'aube, sans même prendre le temps de manger, Volcanic a arraché la page contenant la carte de son carnet et l'a mise dans la poche arrière de son pantalon. Ensuite, il s'est vite mis en route vers le glacier. Avec beaucoup de difficultés, il a réussi à escalader les flancs de la montagne. Malgré son handicap au pied gauche, il a réussi à esquiver les branchages bas et à enjamber les rochers escarpés. Alors qu'il était au bout de ses efforts, il l'a finalement aperçue. Une cavité sombre, béante, creusée à même la paroi de la montagne. Elle était intimidante et effrayante. La cavité était tellement profonde qu'elle semblait aspirer la lumière vers des ténèbres sans fin. Volcanic s'est approché de l'entrée de cette prétendue mine. Il avait le souffle court et le cœur battant. Puis, sans aucune hésitation, il s'est engouffré dans la noirceur de la cave. 2 mois plus tard, le 2 novembre 1931, alors que les premiers flocons de neige commençaient à tourbillonner dans les rues silencieuses d'Alvin, le jeune employé du magasin d'approvisionnement fixait la fenêtre d'un air absent. Il pensait à ce vieil homme étrange aux dents d'or qui lui avait promis de revenir. Cet homme n'est jamais revenu alors qu'il a fini par savoir que c'était un habitué, qu'il revenait toujours normalement. Il s'est dit que quelque chose de mal a dû se passer pour cet homme. Alors, poussé par son pressentiment, il a quitté le magasin, traversé le village et est allé trouver le garde-chasse local, George Stevenson, pour lui raconter sa rencontre avec Volcanic. George a rapidement rassemblé un groupe de 4 hommes pour partir à la recherche de Volcanic. En plus de lui-même, le groupe comptait le policier Eugene Murphy et 2 trappeurs, Bill et Leroy McMartin. Ces hommes avaient des chiens pour les aider et s'étaient armés d'équipements robustes contre le blizzard qui s'annonçait intense dans cette région. Les 4 hommes ont quitté Alvin avec la perspective d'atteindre la cabane de Volcanic sur 7 Miles Creek dans la journée. Mais pour l'atteindre, il leur a fallu 2 jours complets, durant lesquels Murphy s'est sévèrement tendu la cheville dans les sentiers escarpés et glissants qu'ils ont dû traverser. À partir de la cabane de Volcanic, ils se sont divisés en 2 groupes. D'un côté, Murphy et Bill McMartin ont passé 2 semaines à chercher les sentiers du 7 Miles Creek. De l'autre, George et Leroy McMartin ont remonté le sentier jusqu'au glacier Stave et ont campé sans tente dans le froid à l'est de Homestead. Depuis leur campement, ils ont quotidiennement ratissé le glacier Stave en testant les fissures enneigées avec de longs poteaux et en regardant aussi loin qu'il leur était possible dans les principales crevasses. À un moment donné, le blizzard était devenu si intense que les 2 hommes ont été bloqués sur le glacier pendant 3 jours. Ils ont ensuite grimpé jusqu'à une hauteur de presque 2 km au-dessus des champs de glace du glacier Stave. Là, ils ont de nouveau été forcés de camper pendant 2 jours. Toujours sans trace de Volcanic, ils ont tenté de traverser la Fire Mountain pour tenter de le rechercher là-bas. Mais ils se sont vite heurtés à un mur de glace imposant, celui du glacier Stave. Ce mur était clairement impossible à escalader avec l'équipement qu'ils avaient. Bref, après des semaines de recherche intensive, à court de nourriture et affaiblis par le froid, et surtout sans aucun signe de Volcanic, les 4 hommes ont décidé d'abandonner les recherches et de retourner à Alvin. Alors qu'ils s'apprêtaient à rebrousser chemin, l'un d'entre eux a aperçu au loin une pointe de couleur dans l'épais manteau blond du glacier. Ils ont alors tous accouru vers cet objet coloré, et ils se sont aperçus que c'était une tente effondrée sous le poids de la neige. Le blizzard autour d'eux semblait se calmer, et on aurait dit que le vent s'était tu.
comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. Les hommes ont alors dégagé la toile gelée et ont découvert son intérieur. Il était intact, mais vide. Le sac de couchage était ouvert, comme si quelqu'un s'était levé en pleine nuit et n'était jamais revenu. À côté, il y avait un fusil, des munitions et quelques restes de biscuits et de viande séchée. Et sur le sol, près de l'ouverture de la tente, il y avait une jarre en verre. Stevenson l'a ramassée pour la regarder de plus près, et ce qu'il y a vu l'a fait instantanément pâlir. Certains vous diront que cette jarre contenait de grosses pépites d'or brut, preuve irréfutable que Volcanic avait bel et bien trouvé la mine juste avant de disparaître. Et d'autres vous assureront que la jarre contenait de l'or, mais pas des pépites. Cette jarre contenait les dents en or de Volcanic Brown, celles mêmes qu'il avait exposées fièrement au magasin. Elles étaient arrachées et rangées dans la jarre comme un trophée. Vous l'aurez compris, Volcanic Brown n'a jamais été retrouvé. On n'a aussi retrouvé aucune trace de lutte, aucun animal sauvage, aucun corps, ni même aucune empreinte. La seule chose qui a été retrouvée était ce camp figé dans le temps, et cette jarre sinistre qui y trônait comme un avertissement. Et tout ce que je viens de vous raconter sur le périple de Volcanic a été apparemment retrouvé dans son carnet. Certains pensent que Volcanic est tombé dans une crevasse, ce qui est logique compte tenu du terrain dangereux et de la météo extrême à ce moment-là. D'autres pensent qu'il a péri lors d'une tempête de neige. Mais d'autres pensent que la malédiction de Slumac s'était accomplie, que Volcanic a trouvé la mine et, en riposte, la forêt a fini par le prendre comme elle a fait avec tant d'autres. Ce qui est sûr, c'est que, à ce jour, personne ne sait ce qui a bien pu lui arriver. Et depuis, 33 personnes ont été portées disparues en tentant de retrouver la mine, leurs noms s'ajoutant simplement à la longue liste de ceux que la montagne a gardés pour elle. Parfois, à la tombée de la nuit, quand le vent se lève près du glacier du lac Stave, on dit qu'on peut entendre des pas traînant sur les pierres et un léger cliquetis métallique, comme si quelqu'un, quelque part, marchait encore avec des dents en or. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. L'histoire de cette mine contient bien plus de détails et de disparitions bizarres que je n'ai pas pu vous raconter car sinon la vidéo serait interminable. Mais je vous encourage à aller checker si j'ai titillé votre curiosité. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en avez pensé. Est-ce que, selon vous, Volcanic a trouvé l'or et est tombé dans une crevasse? Ou est-ce qu'il a été assassiné et denté pour laisser ses dents dans une jarre comme pour dissuader les plus intrépides? Ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, d'humain, du coup, c'est pas nécessairement surnaturel, qui garde cette mine et qui la veut pour lui, du coup, il tue des gens justement pour garder le secret et pour maintenir le mythe. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi vos théories. J'ai vraiment hâte de vous lire du coup et de lire vos théories dans les commentaires et surtout d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. En attendant, comme d'hab, amusez-vous bien, profitez de la vie, soyez bienveillants s'il vous plaît, c'est vraiment vraiment important par les temps qui courent et surtout, restez safe. Allez, ciao!